Cette possibilité pour la réalité humaine de sécréter un néant qui l'isole, Descartes, après les stoïciens, lui a donné un nom, c'est la liberté. Ah ben je sais, ça attaque fort, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il a fallu que je débranche tout mon matériel pour pouvoir refaire ma cabine en vue du mixage de votre musique peut-être en format immersif type Dolby Atmos et autres. Alors je suis resté un petit moment sans équipement en état de fonctionnement. On est de retour et alors ça attaque très dur avec cette histoire de liberté, on va en reparler, vous avez vu là, je tourne le dos 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? La blockchain qui explose, le Bitcoin, PayPal, Visa qui décide de s'y mettre, les NFT qui explosent aussi, 2 excellentes vidéos à voir sur la chaîne Monte le son de mon ami Salman, je vais mettre les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir ces vidéos sur la blockchain et les NFT si le sujet vous intéresse. Salman a expliqué ça extrêmement bien. Et à ce moment-là, les professionnels de la musique qui commencent à se dire « Ah mais tiens, mais ça pourrait être intéressant ça, la blockchain, c'est pas mal. » Alors c'est bien, moi je suis content parce que le premier article que j'ai fait sur mon ancien blog à propos de blockchain et de crypto-monnaie et de musique, c'était en 2011. On est en 2021. Et aujourd'hui, ah bah tiens, ils se disent, enfin, les professionnels de la musique disent, ah ben il y a peut-être des choses à faire avec tout ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, sauf qu'on a envie de dire dans le même temps trop tard, parce que si on regarde ce qui s'est passé à côté de ça, les artistes indépendants, alors effet Covid, pandémie, confinement, plus 37% de part de marché entre 2019 et 2020 pour les artistes indépendants qui, en 2020, ont dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui donne des idées, là encore, à plein de gens, mais alors pas trop aux maisons de disques, mais autre vidéo très importante à voir, celle de Jack Conte, le dirigeant de Patreon, qui a mis ces derniers jours une vidéo sur son blog où justement il analyse un petit peu ce qui est en train de se passer autour de cette communauté d'artistes indépendants. Alors bien sûr, les artistes indépendants, les grandes maisons de production de disques les ignorent un petit peu parce que ça représente 5, 6, 7, peut-être 8% de part de marché, c'est pas énorme. De la même manière que quand on parlait de Bitcoin et de blockchain en 2010 ou en 2011, et de numérique et d'Internet, ça les intéressait pas parce que à l'époque, les revenus d'Internet, c'était 5% de leur chiffre d'affaires. Alors pourquoi s'intéresser à quelque chose qui fait 5% du chiffre d'affaires? Sauf que aujourd'hui, c'est 60% du chiffre d'affaires. Donc forcément, là, ça vaut le coup de se poser les questions. Et en même temps, les artistes indépendants, aujourd'hui, c'est 5, 6, 7% de part de marché. Oui, mais demain, il y a beaucoup de gens qui misent là-dessus. Vous avez vu aussi tout ce qui se passe autour de l'achat de catalogues de chansons. On avait parlé de Bob Dylan, il y en a eu d'autres, Paul Simon plus récemment. Et là encore, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent tiens, ça serait pas mal de mettre de l'argent dans des chansons parce que ça peut faire un placement qui rapporte peut-être 6%, peut-être 8% par an pendant une certaine durée. Donc au bout de combien de temps est-ce qu'on va amortir les centaines de millions de dollars qu'on a mis pour acheter tel ou tel catalogue? Pourquoi pas? Mais là encore, on n'est pas sûr, hein, l'intelligence artificielle est au coin du bois et on ne sait pas ce que ça va donner. Alors bref, cette longue introduction pour dire que finalement aujourd'hui, je vais me décider enfin à vous raconter une petite histoire qui est trop ignorée des professionnels de la musique. Et cette histoire-là, c'est l'histoire d'Internet. C'est parti. Ouais, non, c'est moi qui fais les bruitages, j'avais plus de budget. L'histoire d'Internet, elle commence là, ce jour-là. Le 4 octobre 1957, c'est le jour où les Soviétiques envoient, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un satellite artificiel en orbite autour de la Terre. Il s'appelle Sputnik. Alors, je sais qu'en ce moment, avec l'histoire de vaccins, on en parle beaucoup. Je pense que si les Russes ont appelé leur vaccin Sputnik, c'est pas tout à fait un hasard. Sputnik, ça veut dire celui qui accompagne le voyageur, le compagnon de route. Ce Sputnik, en 1957, le satellite, il s'identifie et il nargue la planète entière, et les Américains en particulier, avec ce petit bruit qu'on écoute à la radio le soir pour s'amuser sur les grandes ondes. Et pour les Américains, c'est véritablement une catastrophe. Aux États-Unis, il y a des gens qui disent « mais c'est un nouveau Pearl Harbor ». C'est à ce point-là, vous savez, Pearl Harbor, c'est en décembre 41, quand la marine américaine, la flotte américaine se fait laminer par l'aviation japonaise, ils n'avaient rien vu venir. Avec les soviétiques, c'est pareil, parce que le problème qui se passe quand on est capable d'envoyer un satellite dans l'espace, ça veut dire qu'on est capable de faire une fusée
qui potentiellement peut parcourir suffisamment de kilomètres pour vous lancer une bombe de préférence nucléaire sur la figure. Même si vous êtes très loin, parce que c'est le problème des bombes nucléaires, à courte distance, c'est un peu dangereux, c'est l'arroseur arrosé, donc il faut mieux choisir des ennemis qui sont loin pour des bombes nucléaires. Et du même coup, les Américains se rendent également compte que si les Soviétiques parvenaient à prendre le contrôle, en particulier de l'Europe de l'Ouest, ils prendraient du même coup le contrôle d'un certain nombre d'outils et de voies de communication qui sont nécessaires pour les États-Unis pour pouvoir communiquer avec d'autres parties du monde. L'armée américaine, le service de recherche des projets avancés de l'armée américaine se dit il va falloir absolument mettre en place un nouveau type de réseau de communication et c'est là le véritable cahier des charges d'Internet qui est fixé par l'armée américaine au tout début des années 60. Il faut créer un outil de communication qui permette à un message de trouver tout seul son chemin quand bien même un quart de la planète serait physiquement détruit. C'est ça le cahier des charges, c'est le brief. Faites-nous un réseau de communication qui fonctionne même si un quart de la planète est détruit. Alors le quart de la planète, évidemment, a priori, c'est nous, l'Europe de l'Ouest. Mais nous sommes au début des années 1960. Alors bien sûr, il y a cette tension très forte entre les gouvernements américains et soviétiques. Il y a eu la baie des cochons, il y a eu la crise des missiles de Cuba, etc. Mais il y a aussi une tendance forte dans la société des années 60, en particulier chez les jeunes, qui est la tendance hippie. Vous savez, peace and love, mais pas en même temps. Et les militaires américains, pour faire et faire concevoir leur réseau dans lequel un message trouve son chemin tout seul, même si la planète est partiellement détruite, ils s'adressent à des universitaires californiens pour une bonne partie d'entre eux. La Californie, le mouvement hippie, est également assez fort là-bas. En plus, déjà, ce sont des universitaires, c'est-à-dire des gens pour qui la transmission, le partage des connaissances est quelque chose d'essentiel. Et donc, ces universitaires américains, peut-être, ont-ils fait exprès? Peut-être pas. L'histoire ne le dit pas, mais en attendant, ils ont pris les militaires américains à contre-pied. Et puisque vous nous demandez de faire un système de communication dans lequel le message puisse trouver son chemin tout seul, même si la planète est détruite, la réponse est simple, on va vous faire un système de communication dans lequel il n'est pas possible d'empêcher un message de passer. Et Internet va évoluer d'année en année, ce qu'on considère comme étant la cerise sur le gâteau, la dernière couche d'Internet, ce qu'on appelle la pile TCP/IP, qui est arrivée à la fin des années 80, début des années 90, et à partir de là, on a ce réseau dans lequel il n'est pas possible d'empêcher un message de passer. Et c'est là où on en revient à nos histoires de musique. Parce que dans les maisons de disques, ils ne se sont pas du tout intéressés à cette question, parce que comme je le disais en introduction, ça représentait 5% du chiffre d'affaires dans le meilleur des cas. Au début, c'était rien du tout, c'était juste des pirates, encore des hackers russes sans doute, ou pire, de Crimée, qui voulaient piller tout l'argent des maisons de disques. Bon, ça tenait pas trop la route, mais le fait est qu'ils ne se sont pas intéressés à cette question-là, et ils n'ont du coup jamais compris que il n'est pas possible d'empêcher un message de passer. Et donc on est en train de voir les réactions aujourd'hui, je disais en introduction, je parlais de la blockchain, des bitcoins, etc. Tout ça, pas plus tard qu'il y a quelques heures, la Turquie a annoncé qu'ils allaient interdire les échanges de crypto-monnaies, le fait qu'on ne puisse pas acheter des biens ou des services en crypto-monnaie. Interdire, le problème c'est que justement les États, et c'est ce que je disais dans mon article de 2011, les États vont découvrir ce que la musique a découvert il y a 20 ans. C'est qu'on ne peut pas empêcher un message de passer et que, en termes d'échange de monnaie, il existe aujourd'hui des plateformes qui sont totalement décentralisées. Et c'est là que, pour terminer, on en revient à cette notion de liberté. Je citais Jean-Paul Sartre en tout début, parce qu'évidemment, cet Internet qui a été prévu pour fonctionner de façon décentralisée, de façon à ce qu'on ne puisse pas arrêter les choses, et les professionnels de la musique en ont fait les frais. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, les États commencent à réfléchir pour savoir comment ils vont pouvoir gérer cette chose-là. Et puis, en tant que citoyen, évidemment, ça nous pose tous question aussi, parce qu'on va se retrouver dans des situations où des choses vont être impossibles à supprimer, impossibles à censurer, et se posera nécessairement la question de la liberté, parce que
ces derniers jours, j'ai vu passer des messages extrêmement enflammés où des gens utilisaient la liberté d'expression pour dire « je pense que tel individu est un odieux connard ». Bon, très bien, pourquoi pas, c'est de la liberté d'expression, sauf que et la raison pour laquelle il trouvait que cet individu était un odieux connard, c'est parce que lui avait dit qu'il pensait que telle ou telle personne était particulièrement moche, même si elle avait du talent par ailleurs. Et là, moi, je connais ni l'un ni l'autre des personnes dont il est question, donc je n'ai pas d'avis d'un côté comme de l'autre, mais simplement, dans cet Internet qui s'ouvre, il va falloir se poser ce genre de questions. C'est, si on veut avoir la liberté de dire « je pense que telle personne est un odieux connard », ben, ça veut dire que quelque part on reconnaît aussi à l'odieux connard en question la liberté de dire qu'il pense que telle ou telle personne n'est pas très jolie. Ou alors on veut interdire à quelqu'un de dire qu'il pense qu'une personne n'est pas très jolie, mais à ce moment-là, il faut aussi interdire à ceux qui pensent que ce type-là est un odieux connard de pouvoir l'exprimer. Voilà le genre de questions qui vont se poser avec Internet. C'est pour ça que finalement, Jean-Paul Sartre, avec la liberté, cette manière de prendre de la distance, ce néant qui l'isole, de pouvoir s'isoler soi-même, s'extraire de la réalité pour prendre de la distance par rapport aux choses, ça risque de devenir de plus en plus nécessaire. Voilà, c'était la petite vidéo pour le mois d'avril. Il y en a plein qui arrivent derrière, maintenant que je suis un peu rééquipé. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça très prochainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous voulez être averti quand il y aura une prochaine vidéo. Ça m'évitera d'avoir à vous téléphoner. Donc, d'ici là, écoutez, encore bravo. Merci pour tout et à très bientôt.